Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch et le label Vauplus certifié d'ici, qui garantit l'origine des produits du terroir vaudois, présente Agriculture durable. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Agriculture durable, l'émission qui se penche sur les enjeux de l'agriculture du 21e siècle. Aujourd'hui, nous parlons de circuits fermés, une des bases de l'agriculture durable. Nourrir les animaux avec les cultures de la ferme et puis ensuite utiliser leur fumier pour fertiliser les sols. Voilà ce qu'est le circuit fermé. Rien ne se perd, tout est réutilisé. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre dossier du mois. Dans notre rubrique de la fourchette à la fourche, nous allons suivre le parcours d'un cochon d'élevage. Dans le fact-checking, on va s'intéresser aux herbicides et fongicides utilisés en grande quantité dans la culture de la betterave sucrière. Et puis finalement, dans notre rendez-vous agricole du mois, direction Suisse Expo à Genève. Voilà pour notre sommaire du jour. Il est temps maintenant d'aller retrouver nos invités. Bonjour à vous trois, merci d'avoir accepté de nous rejoindre sur ce plateau. Tout d'abord, je commence par vous. Laurence Bassin, vous êtes paysanne professionnelle députée PLR au Grand Conseil vaudois. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour Madame Frémont. Avec vous sur ce plateau, nous avons Urs Nigli, agronome et président de l'Institut pour l'agroécologie. Merci Urs d'être venu depuis Haro pour être avec nous aujourd'hui. Bonjour Madame. Et puis nous avons Claude Beller, qu'on ne présente plus, président de Prométer. Bonjour Claude. Bonjour Mélanie. Alors on va démarrer tout de suite avec ces circuits fermés. C'est un concept qui n'est pas tellement connu du grand public. J'aimerais qu'en quelques mots, Claude, vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est que les circuits fermés. Les circuits fermés, eh bien, c'est une activité qui est pratiquée par l'agriculture d'une manière ancestrale. Ça fait très longtemps que l'agriculture pratique tous ces éléments-là, parce que ancestralement, les animaux avaient été des animaux de trait. Et puis les animaux de trait ils avaient besoin de ces animaux pour labourer leurs champs, pour travailler leurs champs. Et il fallait à peu près le 30% de la surface nécessaire à l'agriculture pour nourrir ces animaux. Et forcément, les agriculteurs, après, récupéraient les déjections de ces animaux pour fertiliser les sols. Et ces activités, elles se pratiquent toujours. Alors les animaux ont un rôle un peu différent aujourd'hui, mais cette pratique, elle est toujours courante. Et puis, alors forcément, on en a peu parlé parce que c'est une habitude, c'est une manière ancestrale de faire, donc ça fait partie des mœurs. Et puis alors maintenant, on va expliquer un petit peu plus en détail comment les choses se pratiquent. Ça fonctionne. Comment ça fonctionne. Mais après, il y a aussi des éléments techniques ou des mots techniques qui sont importants puis qui seront développés aujourd'hui. On va parler par exemple de prairie naturelle. Une prairie naturelle, c'est une prairie qui pousse naturellement là où les sols ne sont pas très épais, pas très profonds, là où on a des cailloux, là où ça se trouve à l'ombre, là où les conditions sont difficiles d'exploitation. Et puis ces prairies naturelles, elles représentent le 60% des surfaces nationales de notre pays. Et elles sont opposées aux prairies artificielles. Les prairies artificielles qui sont nécessaires dans une rotation de culture, là où on a les cultures vivrières, parce qu'une fois qu'on a eu les sols qui ont produit des cultures vivrières pendant 4 à 5 ans, ils ont besoin de se régénérer. C'est ça, et c'est à ça que ça sert. Et c'est à ça que ça sert, voilà. Alors, je vais enchaîner directement avec vous. Urs, on l'a dit, ce concept des circuits fermés, il est considéré par les professionnels comme un concept agronomique de base, et pourtant il est très peu connu du grand public. Pourquoi ? Je ne sais pas. Pourquoi pas? Mais c'est vraiment pratiqué d'une manière idéale aussi par les paysans biologiques, mais aussi par les paysans production intégrée. Je pense que ça, c'est un concept fondamental c'est dans l'histoire de l'agriculture, on a toujours eu cette combinaison entre l'élevage et les grandes cultures. Ça, c'est le modèle aussi qu'on pourrait utiliser au niveau global pour une agriculture durable. Je
pense que la Suisse a vraiment une expérience énorme pour ce concept. Alors, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on dit que pour rendre l'agriculture durable, il suffirait d'arrêter l'élevage. Et pourtant, comment est-ce qu'on gérerait la question des fertilisants sans élevage? Est-ce qu'on arrive à faire une réponse courte à cette question, Laurence Bassin? Alors, une réponse courte, je ne sais pas, mais c'est qu'on a besoin de... La terre a besoin de manger, c'est comme tout à chacun, on a besoin d'être nourri. Il y a des fois où on a besoin de vitamines, comme tout le monde, et la terre, c'est pareil. Voilà. Alors, vous savez quoi? On a besoin d'animaux pour apporter ces apports à la terre. Comme ça semble très clair et très logique. Alors, on a un expert avec nous aujourd'hui, et vous allez voir que valoriser les cultures de la ferme afin de nourrir les animaux et en faire de même avec le fumier pour fertiliser les plantes, c'est bien de cela dont on parle. Système qu'on peut aussi appeler de polyculture élevage. C'est ce que nous explique Pascal Roufer, responsable production animale chez ProConseil, ainsi que le fonctionnement de ce fameux système de circuit fermé. L'élevage est nécessaire pour une agriculture durable. Premièrement, en zone de montagne, on a évidemment des prairies naturelles qui ne sont pas valorisables par l'être humain. Donc ce sont les ruminants qui vont transformer l'herbe en nourriture, donc que ce soit des produits laitiers, des produits carnés, et qui vont participer également au maintien d'un paysage ouvert, qui vont favoriser aussi le maintien de la biodiversité sur ces surfaces d'estivage et de montagne. Mais on a également en plaine plusieurs parcelles des surfaces qui ne se prêtent pas à la culture, des talus, des pâturages boisés, des parcelles qui sont bien souvent inscrites en promotion de la biodiversité. Donc ça représente tout de même 10% de la surface du canton de Vaud, environ 10 000 hectares, qui sont valorisables par soit des bovins, des chèvres ou des moutons, et qui vont transformer ces prairies-là en nourriture. Alors l'élevage est également très important sur les surfaces cultivées parce qu'il va s'intégrer de manière logique et cohérente dans la rotation des cultures, que ce soit des prairies, des intercultures courtes, donc que l'on sème après par exemple la récolte d'une céréale, qui vont occuper l'espace, couvrir le sol et fournir du fourrage durant l'automne, en attendant la culture suivante, que ce soit dans une prairie qui va rester 1 année ou 2 ans, ou une prairie d'un peu plus longue durée qui va rester en place 3 ou 4 ans. Et l'avantage de la prairie et surtout des animaux qui vont la consommer, c'est que les fourrages qui sont riches en légumineuses fourragères vont capter l'azote de l'atmosphère, qui vont le restituer dans le fourrage et dans le sol. La vache va manger ce fourrage et soit en pâturant va directement le restituer au sol et fertiliser directement le sol, soit ce fourrage va être conservé et les déjections des animaux vont servir à fertiliser soit la même prairie, soit des cultures environnantes, que ce soit du blé, de la betterave, du colza. Et tous ces éléments fertilisants sont naturellement, vont remplacer en fait l'emploi d'engrais chimiques. Donc vraiment, on participe là à une agriculture vertueuse, un système de polyculture élevage qui tient compte vraiment de ce cycle agronomique. Si l'on regarde dans le rétroviseur, non, il n'y a pas toujours eu du bétail en plaine dans le canton de Vaud. C'était plutôt le bétail en zone de montagne et les cultures en plaine. Et des agronomes, à partir de 1800, ont réintroduit ce système de polyculture élevage en lieu et place de la jachère triennale, parce qu'une année sur 3, il fallait laisser ce terrain en jachère pour essayer de revitaliser le sol, mais malgré cela, les rendements étaient en baisse, tandis que le retour du bétail en plaine, avec cette alternance de prairies, de culture et de fertilisation naturelle du bétail, a permis d'augmenter à nouveau les rendements et d'avoir un système vraiment durable.
Urs, si on repart un peu en arrière, qu'on regarde justement l'histoire finalement des fertilisants et de la manière dont on utilise les différentes techniques pour fertiliser les sols, depuis quand est-ce que la science comprend vraiment ce concept de la fertilisation de la terre? Depuis quand est-ce que ça existe réellement? Oui, ça c'est au milieu du 19e siècle, le fameux professeur Justus von Liebig, un Allemand de Gießen, il a introduit ces pratiques de la fertilisation. Il est admiré comme pop star. Ah oui? Parce qu'il a changé complètement l'agriculture. La vision qu'on avait. Il a terminé toutes les époques de famine et ça, c'était extrêmement important. Oui, donc il y avait une vision qui a changé la manière de faire de l'agriculture. On comprend aussi qu'il y a un petit peu deux écoles qui s'opposent, si je puis dire. Quelque part, on a les engrais naturels et puis on a les engrais chimiques. Est-ce qu'ils sont assimilés de la même manière, Laurence, en termes de sol? Je ne peux pas vous répondre. Alors, je serais spécialiste. C'est Claude qui va nous répondre. Au niveau de l'assimilisation. Oui, alors ils sont assimilés de manière similaire. Mais seulement, aujourd'hui, on ne connaît pas très bien l'assimilation ou encore partout au niveau de l'assimilation des fertilisants naturels, les fumiers lisiers. Donc, il y a des grandes études qui sont encore en cours pour comprendre le mécanisme de fertilisation, quand apporter les quantités optimum, quand apporter à quelle quantité, à quelle période, pour que la plante, le sol et la plante puissent valoriser au mieux ces éléments-là. Et puis, les éléments chimiques, eh bien, jusqu'à maintenant, ils ont permis d'apporter des compléments. Et puis, ces compléments sont indispensables pour qu'on puisse nourrir notre population. Mais en clair, ne pas fertiliser les terres, ça ne serait pas possible. Ça fait 30% de rendement en moins, 30 et 40% de rendement en moins en termes de volume, et puis aussi des rendements en moins en termes de qualité des produits. On aura des patates qui vont moins bien se garder, on aura des céréales peut-être avec moins de protéines, et ça génère des problèmes non seulement de volume, mais de qualité alimentaire. Ouais, Laurence, là, d'un point de vue politique, on comprend bien aussi qu'il y a une nécessité, c'est celle de nourrir une population qui ne cesse de croître. Oui, alors bien sûr, on a besoin de se nourrir. On a un taux d'approvisionnement actuel qui est tombé à 45%. Hein. Dans les années 90, on était à 60%. Donc, c'est tous les enjeux, c'est de pouvoir maintenir un taux important, parce que si on n'arrive pas à maintenir ce taux, on doit importer. Et on a des risques de pénurie. Voilà, et on a des risques de pénurie. C'est pour ça que c'est dans les débats au niveau cantonal, mais surtout au niveau fédéral, c'est des enjeux très importants, parce que c'est de savoir, tout le monde veut la même chose, tout le monde veut s'occuper de l'alimentation et donc de l'agriculture, mais c'est aussi de savoir comment on va y arriver. Voilà. Et d'avoir la sécurité aussi dans la manière de se nourrir et donc de la population. Alors on va voir maintenant comment ces circuits fermés sont pratiqués concrètement. On a été rencontrer deux agricultures qui utilisent ce système de polyculture élevage à Lussery-Villars et Baulmes. Regardez. Bienvenue au domaine agricole Valentin Chapuis à Lussery-Villars. C'est un domaine sur lequel il y a trois branches de production principales qui sont l'élevage de cochons fermiers, la production de grandes cultures ainsi qu'un atelier de vente directe de viande à la ferme. Je vois la durabilité sur mon domaine par le biais d'un cycle vertueux entre l'homme, le végétal et l'animal. Je m'explique. Donc, en tant qu'agriculteur, je vais semer des cultures telles que du blé, de l'orge, des pois protéagineux, du colza. Et ceci va servir à nourrir les cochons. Et mes cochons, ils vont produire des engrais de ferme organiques tels que du lisier et du fumier. Et ceci va permettre de fertiliser mes plantes. Puis, mes cochons, la viande de mes cochons, ils vont nourrir mes clients, fournir mes partenaires bouchers, et ainsi on boucle la boucle de ce cycle vertueux.
Ce qui est super avec l'élevage de cochons, c'est que celui-ci va valoriser non seulement des produits nobles, mais également des sous-produits. Par exemple, il va valoriser le blé panifiable qui a été déclassé. Par exemple, si le blé n'a pas assez de protéines, ben, on va pouvoir l'affourager aux cochons et il y a assez de protéines pour les cochons. Autre exemple, pour le colza, je vais produire du colza pour produire de l'huile, extraire de l'huile, et puis de cette extraction, il va rester en tourteau de colza. Et ça, je vais l'affourager à mes cochons. C'est un tourteau qui est difficilement valorisé pour l'humain. Autre chose, par exemple, avec le petit lait, ce n'est pas le cas sur mon domaine, mais dans beaucoup de porcheries, les cochons valorisent du petit lait. Le petit lait, c'est le lactosérum qui est issu des fromageries. C'est un excellent additif pour l'alimentation des cochons. C'est ce qui permet de valoriser tous ces sous-produits et qui rend l'élevage de cochons encore plus durable. Nous sommes à Beaume. J'élève des vaches avec des veaux, des moutons avec des agneaux et des poulets avec des poules pour faire des œufs. Je cultive des céréales comme le blé, le maïs, le tournesol, le soja, les pommes de terre et j'ai quelques arbres fruitiers aussi pour la production de petits fruits. L'importance de la production de bovins, c'est aussi pour pouvoir fertiliser nos sols avec le fumier que ces bovins produisent. Ces fertilisants vont nous amener des éléments nutritifs pour le sol pour qu'on ait des sols vivants. Et ceci, ça produit une meilleure qualité du sol et donc si le sol est meilleur, on aura une meilleure productivité de la plante, elle sera plus riche, elle aura plus d'éléments nutritifs aussi pour pousser. Sur les pentes de mon exploitation, les herbages sont valorisés par mes bovins. Et mes bovins vont entretenir ces paysages et qui vont éviter d'être enforestés. Ça permet aussi d'éviter de la mécanisation, d'aller avec des machines qui sont dans les grosses pentes, c'est pas possible. Donc les bovins ils font ce travail très très bien. Le fourrage de mon exploitation sert à nourrir mes vaches qui vont faire une production de lait. Et ce lait va permettre de nourrir les veaux. Quand les veaux sont nourris avec du lait et des herbages, ça fait une viande d'excellente qualité. Et ça me permet aussi après d'avoir la vente directe, pour la vente directe, d'avoir une qualité supérieure. Je la valorise avec un trajet qui est très près, 7 km, donc c'est vraiment super. Et ça me permet d'avoir un circuit très très court entre le client et le producteur. Pour moi, l'affection que je partage avec mes animaux est unique, elle n'a pas de comparable. C'est comme le câlin tous les matins avec ma bémol, c'est pas un champ de blé qui va me le donner. Le câlin avec les animaux, c'est important. Vous ne pouvez pas dire le contraire, Claude. Vous avez des vaches, c'est juste. Exactement, oui, c'est pas important, c'est très important. C'est capital. Et puis, il y a des mots qui sont ressortis dans ce sujet aussi. On parle de sol vivant, de valorisation, de circuit court. Donc, on comprend qu'il y a quand même un enjeu qui est crucial avec cette question du circuit fermé, des animaux, des plantes, que tout est lié. Et justement, quand on parle des fertilisants, c'est une question qui est assez peu abordée en politique, Laurence, ce qui peut sembler un peu paradoxal. Est-ce qu'il y a cette conscience de l'importance des fertilisants pour nourrir une population de 8 millions d'habitants? C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Alors, moi, je trouve qu'on en parle quand même assez abondamment parce que bien sûr que c'est souvent les fertilisants, ils sont des fois globalisés avec les moyens qu'on utilise pour faire l'agriculture, puis aussi les produits phytosanitaires, la protection des eaux. Et puis, c'est des éléments qui sont venus abondamment ces dernières années, notamment avec les initiatives dites eau propre et autres. Et puis, c'est tout ça
les enjeux qu'on a, la population suisse, c'est de trouver les moyens de produire, de protéger la nature, la biodiversité, mais ça donne des conséquences aussi de diminuer des surfaces d'assolement, et puis qui réduisent, comme disait Claude, qui risquent de réduire jusqu'à 20-30% de production. Voilà. Est-ce que le risque de pénurie, il est vraiment prégnant ? Est-ce qu'il y a vraiment un risque existant en Suisse ? Alors, c'est toute la question après si on veut importer davantage, si on veut se nourrir de manière indigène et puis de qualité, parce qu'on a quand même des moyens de production, une législation en Suisse qui est très drastique, qui est quand même une des plus sévères au monde, si ce n'est pas la plus sévère. Donc, voilà, c'est toute la question ce que l'on veut faire, si on veut importer en masse ou bien pouvoir produire comme on sait le faire et puis comme les agriculteurs savent le faire. Claude, on importe quand même beaucoup dans ces fertilisants. Si on parle des fertilisants, tout ne vient pas de Suisse, on est d'accord ? Non, alors des fertilisants, on n'en produit plus en Suisse. Les derniers qu'on produisait en Suisse, c'était l'azote qui se produisait à Lonza, en Viège, en Valais. Et puis autrement, on importe aussi de l'Alsace, du sel de potasse, et puis du phosphore qui nous vient du Maroc. Ce sont les trois principaux, l'azote, phosphore et potasse, ce sont les trois principaux éléments nécessaires à la production d'engrais. Et puis peut-être en termes de pénurie, moi je suis peut-être un peu plus inquiet pour la simple et bonne raison qu'on a des réserves alimentaires de 2 à 4 mois selon les produits. Et puis ça, c'est relativement court. Et puis typiquement cette année, qu'on a une mauvaise année de pommes de terre sur l'ensemble du territoire suisse et européen, eh bien, tout d'un coup, 2 mois ne suffiront pas peut-être pour faire le joint au niveau de réserve alimentaire. Urs Nigli, une question qui revient régulièrement. Est-ce que la fin de l'élevage signifierait la fin du bio? Parce que les exploitations bio doivent utiliser des engrais d'origine animale. Oui, le bétail est extrêmement important pour la production biologique. C'est pourquoi le fumier et le lisier est important. On pourrait le remplacer partiellement par le compost. Et on pourrait le remplacer aussi partiellement par une fumure verte. Mais ça occupe beaucoup de terre et ça réduit la productivité totale d'une exploitation. C'est pourquoi le bétail, ça c'est la solution idéale pour la production biologique, pour une production extrêmement durable. Alors je vous propose maintenant d'enchaîner avec notre sujet filière. Ce mois-ci, on revient sur la saucisse au chou dont on avait déjà parlé le mois dernier dans notre rubrique de la fourchette à la fourche. Mais cette fois, on l'analyse du côté de sa composition en viande de porc. Car sans porc, pas de saucisse au chou, vous le savez bien évidemment. Alors comment sont élevés les cochons? Réponse en images. Alors, ce qui me plaît particulièrement dans le cochon, c'est le fait de l'avoir élevé, de l'avoir nourri avec des produits de notre ferme et ensuite de voir comment il est transformé en bons produits artisanaux. À la ferme Chaude-du-Bois à Orge, avec mes collègues David et Sébastien, on a des grandes cultures, des vaches allaitantes, de l'engraissement de porc et on produit du biogaz pour produire ensuite de l'électricité. Alors sur notre exploitation, on élève 340 cochons depuis 4 ans maintenant. La particularité, c'est qu'on souhaite produire des cochons pour la boucherie de l'exploitation. Donc on fait un circuit court, mais la boucherie elle a besoin de porc gras chaque semaine. Donc on va trouver dans notre porcherie des petits comme des moyens et des gros. Donc on a une quarantaine de porcelets qui arrivent toutes les 2 semaines. Ils viennent d'une autre exploitation parce que nous on n'arrive pas à faire encore les naissances des porcelets. Par contre on a une seule exploitation qui nous livre l'entier des porcelets, ce qui nous permet d'avoir
peu de problèmes de maladie ou comme ça, puisque tous les cochons viennent de la même place. Les porcelets arrivent chez nous à environ 25 kg. Ils ont 12 semaines et ils vont rester environ 4 mois pour atteindre 120-125 kg. Les cochons, on les nourrit principalement avec des céréales issues de l'exploitation, ça représente 80%, que dès les récoltes, on stocke dans le bâtiment sur l'exploitation. Ensuite, cette partie-là sera moulue par un moulin et stockée sous forme de farine pour être alimentée aux cochons au fur et à mesure. Les 20% restants, c'est du tourteau de colza suisse. Donc 100% de l'aliment est suisse, 80% est de l'exploitation. Les cochons sont alimentés chaque heure. En fonction des besoins, la machine prépare en fait l'aliment nécessaire selon l'âge des cochons en mélangeant les farines de blé, pois, orge et tourteau de colza. Une fois que la farine est prête, elle est acheminée par air comprimé directement jusqu'à la porcherie. Alors, depuis le centre collecteur, l'aliment arrive directement dans les automates à disposition des cochons. Les cochons peuvent faire sortir l'aliment avec leurs groins. Ils ont de l'aliment à volonté toute la journée, ce qui réduit considérablement le stress. Il n'y a pas de concurrence pour la nourriture. Le cochon, c'est un animal joueur, curieux. Ils adorent la paille, ils adorent jouer avec la paille, ils la mangent, mais aussi ils se couchent dedans, ils fouissent dans la paille. Ça rappelle un peu leur instinct. Il y a aussi des balles avec lesquelles ils jouent des fois un peu. Alors les petites chaînes qui peuvent s'amuser à ronger, qui pendouillent et qui bougent, ça les intrigue beaucoup. Puis des fois ils s'y mettent à plusieurs pour essayer de la choper. Les cochons, ils vont passer différentes étapes. Quand ils sont petits, ils restent 6 semaines dans le box d'arrivage, on dira. Et ils seront ensuite transférés dans le box d'apprentissage. Le box d'apprentissage, ça va leur permettre d'apprendre à soulever des portes à sens unique pour leur apprendre à faire un circuit. Pourquoi on leur fait faire tout ça? C'est parce qu'après, ils vont avoir le droit d'aller dans les grands box où ils ont beaucoup plus de place. Mais pour ça, ils doivent apprendre à passer dans une balance qui va les trier selon leur poids pour leur donner le bon aliment en fonction de leur taille, de l'avancement, de l'engraissement. Alors le système de la balance, il a aussi un grand avantage pour trier les cochons les plus gros lorsqu'on veut préparer le départ à l'abattoir. Ça permet de les trier sans stress, on n'a pas besoin de leur courir après dans les box. Les plus gros individus sont sélectionnés automatiquement. Une fois le tri des gros cochons effectué, nous allons les transporter jusqu'à l'abattoir. On va faire le transport nous-mêmes. L'abattoir est à Orbe, à 12 km. Ça permet de réduire aussi le stress des cochons. Après l'abattage, l'abattoir nous livre rapidement les quartiers de viande. Ça permet de transformer encore la viande à chaud, comme à l'ancienne, lorsqu'on tuait encore le cochon directement sur l'exploitation. On va les transformer en différentes recettes, comme la saucisse au chou ou d'autres spécialités qu'on vendra ensuite en vente directe, soit sur notre exploitation, soit dans divers points de vente dans la région. On l'a vu ici, on est vraiment sur un circuit court, un cycle vertueux ou cercle vertueux, sans doute l'une des clés d'une exploitation saine. Vous me le disiez, Urs Nigli, hors antenne tout à l'heure, c'est vrai que la Suisse, elle a des conditions de détention pour les animaux qui sont a priori bien meilleures que celles qu'on trouve à l'étranger, vous confirmez? Oui, d'accord. D'accord. Et vous aussi, Laurence, d'un niveau politique, vous parliez de ces règles qui sont drastiques en Suisse, mais c'est aussi une des conditions du bien-être animal?
Oui, et puis les lecteurs en Suisse, la population s'inquiète, et c'est bien normal, de plus en plus de l'éthique, de l'éthologie, et puis c'est important de l'appliquer. Et puis je pense qu'il y a aussi une volonté de transparence, c'est-à-dire le consommateur, il veut savoir ce qu'il mange. Hein. Alors justement, il y a eu quand même pas mal d'attaques contre la production de viande indigène, et du coup on remplace ça par des bêtes élevées à l'étranger. C'est pas nécessairement la solution, Ours. Non, ce n'est pas du tout la solution. Je pense qu'il est important qu'on réduise la consommation de la viande, parce que au niveau des troupeaux, des populations animaux, on est extrêmement élevé. Mais comparé par exemple avec les autres pays de l'Europe, et ça c'est un problème aussi avec les nitrates, parce que tous ces nitrates, ça détruit la biodiversité. C'est pourquoi c'est important qu'on va transformer la nutrition des champs, moins viande, mais aussi qu'on réduit les animaux, mais surtout ceux qui mangent des céréales qui sont en concurrence avec la nutrition humaine. Donc là, on parle des animaux, hein, pas des humains qui mangent des céréales. Oui, ça, ce sont surtout les porcs et la volaille, mais pas les vaches. Les bovins. Donc moins de porcs, moins de volailles, oui. Mais on peut garder un cheptel de bovins comme il est plus ou moins actuellement. Les vaches, ils mangent l'herbe des prairies, des prairies naturelles et des pâturages. Ça, c'est énormément important pour la sécurité globale de nutrition. Alors Claude, rapidement, on l'a vu dans le sujet, on est sur un circuit très très court. Alors bien sûr, on ne peut plus abattre le cochon directement dans sa ferme comme c'était le cas à l'époque pour des raisons d'hygiène notamment. Est-ce qu'on a de plus en plus de fermes qui vont dans ce sens-là, de créer un circuit le plus court possible? Comment est-ce qu'est le paysage en Suisse actuellement à ce niveau-là? Alors, le paysage au niveau agricole, les agriculteurs seraient très prompts à développer ce qu'on vient de voir chez Nicolas Pavillard, mais il faut que le consommateur joue le jeu. Et aujourd'hui, le consommateur, il a bien joué le jeu pendant la période Covid, un petit peu moins dans la période après Covid. Et puis ça, c'est un élément qui est important, parce que finalement, quand dans une étape comme celle qu'on vient de voir, les porcs, ils ont 1/3 de plus de surface à disposition, autant pour se coucher que, en plus, les surfaces pour jouer à l'extérieur, c'est des surfaces qu'on n'a pas à l'étranger. Donc là, vraiment, ils sont bien, ces cochons chez nous. Puis on dit que dans le cochon, tout est bon. C'est vrai, c'est vrai. Alors on va enchaîner, hein. On saute du coq à l'âne, si je puis me permettre la formule. Donc on passe à notre rubrique fact-checking. On se penche aujourd'hui sur la culture de la betterave sucrière qui nécessite l'utilisation de fongicides et d'herbicides en grande quantité. Mais ces données sont-elles encore à jour? C'est la question qu'on vous pose. Regardez. La culture de betterave sucrière est l'une des plus nécessiteuses en pesticides de synthèse, juste derrière la patate. Elle détient par exemple le triste record de la plus grande utilisation d'herbicides à l'hectare. C'est ce qu'avance le journal roman d'écologie politique Moins dans son édition du 3 novembre, article repris par Le Courrier le 11 décembre 2023. En fouillant quelque peu, on constate que cette affirmation s'appuie sur des données complètement dépassées, qui émanent d'un rapport de la station de recherche fédérale Agroscope pour la période 2009-2010. Or, en l'espace de 13 ans, la production a beaucoup évolué avec, entre autres, l'apparition de nouvelles variétés qui exigent nettement moins d'herbicides. Et si on se réfère aux chiffres actuels, on apprend que 77% des surfaces de betteraves cultivées dans le canton de Vaud en 2023 se passent totalement de fongicides et d'insecticides. D'ailleurs, la Fédération suisse des betteraviers, Sucre Suisse et Api Suisse ont récemment signé une convention pour développer des projets communs qui favorisent une culture des betteraves sucrières soucieuse du bien-être des abeilles. Comme quoi, il est essentiel de se baser sur des données récentes avant d'émettre des critiques outrancières sur l'agriculture.
Laurence, basé sur des informations récentes, c'est mieux puisqu'on voit dans ce fact-checking que le chiffre donné est un chiffre vieux de 10 ans. Ça montre l'évolution très très rapide de l'agriculture. Comment est-ce qu'on fait comprendre finalement à la population que l'agriculture connaît, contrairement à l'image d'Épinal qu'on véhicule quelquefois, des changements extrêmement rapides ? Alors, malheureusement, on doit de plus en plus expliquer ce que l'on fait. Je dis souvent de la graine à la fourchette, voilà, en passant par toutes les étapes pour un peu justifier notre travail. Et puis, c'est vrai que l'agriculture a énormément évolué ces 20 dernières années, notamment avec l'entrée des paiements directs qui ont apporté l'agriculteur, les familles paysannes donnent des prestations donc contre échange des paiements directs. Et puis, mais on était un petit peu malhabile dans le sens qu'on ne savait pas comment se vendre et puis expliquer. Et puis ça, on a appris avec le temps. Et puis on a vu qu'avec les initiatives, les votations, on a été sur les feux de la rampe avec ça. Puis on doit expliquer aux consommateurs ce qu'on fait, pourquoi. Puis pour lui. C'est important en effet, ça de savoir expliquer. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui ça se fait bien ou qu'il y a encore du travail à faire pour bien expliquer les choses telles qu'elles se passent? Oui, ça c'est extrêmement important. Maintenant, on a un projet avec l'Office fédéral de l'agriculture pour améliorer la collaboration entre les consommateurs, consommatrices et les producteurs. Et c'est important de discuter ensemble toutes les mesures qu'on prend sur les fermes, les exploitations, et aussi expliquer les conséquences pour la consommation. Je pense que tous ces aspects de collaboration, information, des activités très directes aussi sur les exploitations sont très importants. Claude, très rapidement, vous avez l'impression aujourd'hui qu'il y a une évolution, vous la sentez, cette évolution? Oui, alors l'évolution, elle est permanente, et puis elle est très forte, et puis typiquement, elle se fait beaucoup en accord avec la recherche appliquée, ça c'est extrêmement important, et les agriculteurs sont prompts à améliorer leurs pratiques et leurs techniques, et surtout en collaboration avec la recherche. Alors on restera sur ces mots-là, des mots positifs. On arrive déjà à la fin de cette émission, donc j'aimerais vous remercier, chers invités, d'avoir été avec nous, d'avoir exposé vos différents points de vue. Quant à vous qui nous avez suivis, merci d'avoir été là aujourd'hui. J'aimerais en profiter bien évidemment pour vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année, puisqu'on se retrouvera pour un prochain numéro d'agriculture durable en février 2024, où on parlera des paysannes vaudoises, et on mettra ainsi à l'honneur ces femmes qui se sont organisées depuis près d'un siècle maintenant en association aussi discrète qu'influente. Alors avant de se quitter, je vous propose encore d'aller faire un tour du côté de Genève pour découvrir Suisse Expo. C'est la manifestation de référence en termes d'élevage bovin qui se tiendra du 17 au 20 janvier 2024 à Palexpo. Au revoir. Du 17 au 20 janvier prochain, Palexpo Genève accueille Suisse Expo, le concours laitier numéro 1 en Europe. Cette manifestation de référence en matière d'élevage bovin fait partie aujourd'hui des 3 plus importantes expositions laitières au monde. Chaque année, plus de 1000 vaches et génisses parmi les 8 principales races laitières, venues de plusieurs pays, défilent sur le ring. Ce concours de réputation internationale est un open show ouvert aux éleveurs suisses et européens. Suisse Expo, c'est aussi un salon agrotechnique destiné aux professionnels de la branche et une plateforme agricole ouverte au grand public. Elle représente un trait d'union entre ville et campagne, entre éleveurs et public, entre produits agricoles et consommateurs. Ce sont les grandes retrouvailles de la paysannerie dans une ambiance festive et conviviale. Le visiteur, qu'il soit professionnel ou non, vivra une expérience unique dans les étables, l'exposition de matériel agricole, le ring de présentation, mais encore dans les nombreux restaurants typiques ou au marché des terroirs. Rendez-vous du 17 au 20 janvier 2024 à Palexpo Genève.
Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch et le label Vauplus certifié d'ici, qui garantit l'origine des produits du terroir vaudois, présente Agriculture durable.